Bon, merci à tous. Donc, je remercie encore le comité scientifique de me permettre de vous faire cette présentation sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui est l'apport de la biologie de l'évolution à la vision de la médecine. Et à l'issue de cette présentation, que j'espère ne sera pas trop indigeste, vous comprendrez que enrichir notre façon de faire la médecine par la science de l'évolution est un élément très positif. Par ma foi, il y a plus de 40 ans que je dis de la prose sans que je n'en susse rien, et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela, dit M. Jourdain dans la pièce éponyme de Molière. En fait, tout médecin fait de la biologie de l'évolution en permanence, puisque l'antibiorésistance, la cancérologie, l'immunité adaptative, le microbiote ou les techniques de séquençage au débit utilisent la théorie de l'évolution pour pouvoir fonctionner. Par exemple, la rareté des variants pathogènes en séquençage à haut débit résulte de la sélection naturelle qui élimine ces variants ayant un effet maladaptatif. Donc en fait, c'est quelque chose que vous faites, mais vous ne l'avez pas forcément, ou tous, ou en partie, bien conceptualisé. Donc l'objectif, là, dans cette présentation, dans une première partie, de présenter les principes et des concepts en utilisant chaque fois d'étayer d'exemples. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'arbre de la vie, qui est raciné en Luca, qui veut dire Last Universal Common Ancestor. Il s'agit de la cellule issue de laquelle sont toutes les cellules qui sont présentes sur Terre, donc sauf les virus qui sont dans d'autres ordres. Les trois grands ordres, qui sont bactéries, archées et eucaryotes, ils sont issus de Luca. Alors il ne s'agit pas de la première cellule, il s'agit de la dernière cellule dans laquelle sont tous ces virus, puisque la vie est émergée avant Luca. Vous voyez que l'être humain, en fait, n'est qu'une branche assez périphérique des eucaryotes, et même ça, ce que j'ai entouré, c'est la totalité des vertébrés. C'est-à-dire qu'on est vraiment en fait une toute petite branche de la diversité humaine, et tous ces organismes sont soumis à la loi de l'évolution. Alors quel est le principe de la biologie de l'évolution? Le premier, c'est la variabilité. Ça signifie que pour un individu donné, un trait va être variable, et ce trait va être héritable. Il ne peut pas y avoir de sélection et d'évolution s'il n'y a pas d'héritabilité du trait, c'est-à-dire qu'il nous est transmis à la génération suivante. Cette variabilité va faire que, dans certaines circonstances, il va pouvoir être sélectionné. Il y a trois types de sélection. Ce qu'on appelle la sélection naturelle, c'est laquelle vous pensez le plus usuellement quand on vous parle de biologie de l'évolution. En fait, c'est la survie ou l'augmentation de la taux reproductif du plus adapté à un environnement. Mais il y a également ce qu'on appelle la sélection sexuelle. Et enfin, la dérive génétique, en fait, qui est la variation de critères sans qu'il y ait forcément de pression de sélection. Le niveau de sélection, c'est tout population dans lequel la variabilité et l'héritabilité est présente. Ça peut aller des populations, des cellules, des espèces aux gènes. Pour commencer par la sélection naturelle, d'où est-ce que cela part? Cela part du fait que s'il y a une limitation des ressources, en fait, les espèces vont être en concurrence les unes avec les autres. Enfin, les individus vont être en concurrence les unes avec les autres. Et si les phénotypes sont héritables, les plus adaptés à l'environnement vont s'améliorer. Alors, on va partir souvent dans les prochains exemples, vous allez avoir trois phénotypes, on va dire un bleu, un rouge et un vert, qui sont issus de trois génotypes qui codent pour un trait bleu, rouge, vert. Imaginez que cette population se trouve dans un environnement rouge, donc en fait les rouges sont moins soumis à la pression de prédation et donc sont moins éliminés. Quel trait va être favorisé? Le trait rouge, et donc inéluctablement, la population des rouges va croître. Et vous voyez que dans ce cas-là, même les verts ont été éliminés parce qu'ils n'ont plus hérité ce trait-là. Bon, cette population croît, finalement elle s'équilibre avec beaucoup de rouge, puis l'environnement change, il devient bleu. À ce moment-là, être rouge devient désadaptatif, et être bleu est adaptatif. Et donc on va avoir le phénomène inverse. Cela veut dire qu'il faut toujours considérer qu'on n'est pas adapté dans l'absolu, on est adapté à un environnement donné. L'adaptation n'est jamais infinie, c'est-à-dire que vous êtes adapté à un tel environnement, si on vous change, vous êtes peut-être mal adapté, et c'est un autre qui va être mieux adapté. D'où le fait qu'on n'a pas souvent, on a l'impression d'une vision très hiérarchique de la théorie de l'évolution. L'évolution, ce n'est pas la survie du plus fort, c'est la survie du plus adapté à un environnement donné. La sélection naturelle a chez l'être humain deux grandes forces majeures, les pathogènes, qui vont exercer une pression très forte, donc tout ce qui va être bactéries, épidémies, et la nutrition. Cette étude de 2024 a étudié l'ADN ancien, c'est que maintenant on peut séquencer l'ADN d'il y a plusieurs milliers d'années des populations qui vont donner les populations européennes. Et ça a permis de voir quels variants avaient été soumis à une pression de sélection au décours des derniers milliers d'années. Et ce que vous voyez sortir là, c'est le variant LCT qui code pour l'activité lactase à l'âge adulte. Et vous voyez que la pression de sélection est de 4%, ce qui est une des plus puissantes qui soit. C'est le niveau de la pression de sélection des variants du gène de l'hémoglobine dans le cas de la drépanocytose vis-à-vis du paludisme.
Donc il y a une pression monstrueuse sur ce variant-là. Alors souvent, c'est un peu ce qu'on appelle l'exemple type, c'est ce qu'on appelle la vache qui a sélectionné l'homme, c'est-à-dire le fait de consommer du lait a induit cette sélection de ces variants de persistance de l'activité lactase à l'âge adulte. Nous voyons que cette variation est effectivement répartie de manière inéquitable, et sur cette carte, que plus c'est rouge, plus des gens ont les variants de tolérance de la persistance d'activité lactase à l'âge adulte, plus c'est bleu, moins il y en a. Alors, je rappelle que l'état basal, c'est de ne pas avoir d'activité lactase à l'âge adulte. C'est-à-dire que quand vous avez un patient qui a une hypolactasie, c'est physiologique, c'est lui qui est entre guillemets normal. C'est anormal, en tout cas c'est un événement adaptatif d'avoir une persistance d'activité lactase, mais ce n'est pas l'état de base, ce n'est pas être malade de ne pas l'avoir. Et 5 fois, des variants ont été sélectionnés. Donc quand un événement arrive 5 fois, on se dit c'est qu'il se passe quelque chose. Alors la question, c'est quelle est la pression de sélection? Pendant longtemps, on a dit c'est tout simple, l'être humain s'est mis à boire du lait et ça a été sélectionné. Or, maintenant qu'on a sélectionné l'ADN ancien, on sait qu'il s'est passé plus de 6000 ans entre le début de la domestication d'espèces et la consommation de produits laitiers et l'augmentation des variants de l'activité lactase à l'âge adulte. Alors, quelle est l'origine? Je vous fais part juste de la théorie que j'ai publiée avec d'autres collègues il y a quelques temps. C'est qu'en fait, l'hypolactasie apparaît assez tôt, puisque dès 5 ans, 50% des enfants peuvent avoir une hypolactasie. Et on sait que des enfants consommaient du lait, ça c'est un exemple d'une reproduction d'un biberon qui a été retrouvé dans une tombe en Europe de l'Est, consommaient du lait. Donc on peut imaginer qu'une pression de sélection ait eu lieu à cet âge-là. Et en effet, juste en comptant les calories liées aux glucides qui ne sont pas absorbées en cas d'hypolactasie, on peut arriver jusqu'à 21% de différence pour un même volume de lait bu, environ 700 ml, de calories en moins pour un enfant qui n'a pas ces variants. Or, la pression de sélection est d'autant plus forte qu'elle survient à l'âge jeune, parce qu'en fait, en gros, vous descendez des gens qui ont eu le temps d'avoir des enfants, donc si vous décédez tôt, ça augmente les variants positifs. Donc, ma théorie, que dans les cultures qui ont commencé à donner du lait à leurs enfants, ce qui n'est pas toutes les cultures qui consomment des produits laitiers, ça a créé une pression de sélection telle que ces variants persistantes d'activité lactase ont augmenté. Ce qui vous montre d'ailleurs, on reviendra après, que la culture a un impact important sur les pressions de sélection. La culture crée un environnement. Alors la sélection sexuelle est quelque chose qui est parfois difficile à expliquer, donc j'espère que je ne vais pas trop vous perdre. Le principe est que le partenaire, dans des organes qui ont deux sexes, va sélectionner celui-ci sur un facteur qui est indépendant du facteur de survie. C'est-à-dire que, par exemple, l'exemple le plus typique, mais qui est un peu plus compliqué, c'est que parfois ce trait est désavantageux, comme chez le paon. C'est-à-dire que le paon mâle a une très grande queue qui est désadaptative, c'est-à-dire que ça le gêne pour s'enfuir, ça le gêne pour voler, mais ça a été sélectionné. Alors là, c'est contre-intuitif pour lui, mais ça augmente son succès reproductif puisque les femelles paon sélectionnent les mâles sur ce trait-là. Alors l'hypothèse dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle un signal honnête, c'est-à-dire qu'en fait, pour se permettre, entre guillemets, d'avoir un tel désavantage, il faut que tous les autres gènes du paon soient tellement bons que ça veut dire que la femelle se dit « Ah, celui-là, c'est la bonne qualité, je peux y aller », tandis que si jamais ce n'était pas le cas, c'est moins le cas. Alors, c'est difficile de trouver des aspects de sélection sexuelle chez l'être humain, mais un trait qui semble présent, alors qui n'est pas forcément évident chez tout le monde, c'est qu'en fait l'être humain est le seul des grands singes qui a des seins, enfin en tout cas les femmes ont des seins, en fait parce que les seins c'est un tissu qui est graisseux, la glande mammaire est minoritaire et qui persiste même en dehors des périodes de lactation. Puisque vous voyez des images de chimpanzés, bonobos et gorilles, vous voyez qu'hors période de lactation, il n'y a pas de seins chez les femelles. Alors, comme ça n'a pas de vertu adaptative, on pense que c'est un trait qui a été sélectionné par la sélection sexuelle. Alors là, la question, c'est pourquoi. Donc là, je ne vais pas vous détailler, je vous liste tout ce qui a pu être évoqué à une époque. Ça va du plus farfelu au plus, on va dire, un peu plus sérieux. Alors l'autre hypothèse actuelle, et qu'il s'agirait probablement d'une double adaptation, c'est que l'être humain est un singe gras. On a été sélectionné pour être gras, c'est comme ça. Et cette sélection a induit l'augmentation du taux de stradiol chez les femmes, qui a augmenté le dépôt de tissus graisseux au niveau sous-cutané et qui, par effet indésirable, entre guillemets, l'a augmenté au niveau du tissu mammaire, qui est secondairement aurait pu être sélectionné. Enfin, il y a la théorie de neutraliste ou dérive. En fait, si vous avez votre population, et vous imaginez que ces deux individus partent, pour une raison X ou Y, sur une île. Vous voyez qu'il y a un appauvrissement de la diversité génétique, et par hasard, il peut arriver à ce moment, il n'y a plus qu'un individu rouge qui reste. À l'inverse, ces 4 individus partent, et il y a un appauvrissement, et il ne reste plus qu'un bleu. Et donc vous allez vous dire, ah ben tiens, là sur cette île, il n'y a que des rouges, c'est-à-dire il n'y a que des bleus, donc ils ont été sélectionnés. En fait, il n'y a pas du tout de sélection, c'est le hasard qui a induit une sélection par appauvrissement de la diversité du nombre de variants. Donc, chaque fois que vous avez un trait qui est vu chez un individu ou chez un animal, la question c'est est-ce que c'était vraiment adaptatif ou est-ce que c'est simplement le hasard qui peut conduire à l'émergence de ce trait? Alors,
il existe un exemple de théorie neutraliste. Vous connaissez tous le scorbut, qui a un manque de vitamine C. Il faut savoir que la quasi-totalité des espèces eucaryotes synthétisent la vitamine C de manière naturelle. La voie terminale étant soit la voie GULO, soit la voie GALADH, mais en fait, globalement, il y a une façon de sélectionner. Et deux groupes ne synthétisent pas la vitamine C, les singes et certaines chauves-souris. Et on explique cela car ces animaux ont eu des ancêtres qui étaient très frugivores, qui mangeaient beaucoup de fruits, et de fait, la nécessité de consommer la vitamine C n'est plus devenue un événement adaptatif, puisqu'en fait, elle était trouvée dans l'alimentation. Donc à partir de là, des mutations ont pu s'accumuler dans les gènes qui codent pour la partie terminale de la synthèse de vitamine C sans qu'il y ait d'effets néfastes. Une fois qu'ils ont arrêté de manger de la vitamine C, lorsque vous faites un voyage autour du monde, vous ne pouvez pas refaire partir ce gène qui a été perdu. Donc les événements de dérive peuvent arriver et secondairement, on peut revenir à la sélection peut réapparaître. Donc là, c'est les trois grands points. Après, quelques concepts. L'exaptation. Alors l'exaptation, c'est la réponse à la question souvent posée à Darwin, mais comment est-ce que l'œil ou une aile peut être sélectionné? Parce qu'un demi-œil, ça ne sert à rien. Ou une demi-aile, ça ne sert à rien. L'idée de l'exaptation, je vais vous prendre cet exemple, ça c'est les vélos en libre service à Marseille. Vous voyez que certains ont une barre en bas qui servait à les relier, à recharger les vélos électriques. Et en fait, cette barre a été utilisée par de nombreux Marseillais pour pouvoir permettre de prendre une deuxième personne derrière. C'est ce qu'on appelle un phénomène d'exaptation. Ce n'était pas fait pour ça. Alors Marseille, ils ne veulent plus qu'on le prenne, donc ils ont bloqué les barres en mettant quelque chose dessus. Mais le principe général est que, effectivement, une structure peut être utilisée pour autre chose. C'est comme ça qu'on explique l'évolution de l'œil, des ailes, tout ça. Un exemple d'exaptation, c'est le lait. Le lait est un élément très primitif, c'est présent chez tous les mammifères, incluant les monotrènes et les marsupiaux, ce qui veut dire que ça prédate de la viviparité et le fait d'avoir la croissance in utero des bébés. Donc, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, c'est des seuls constituants partagés par tous les mammifères. Et on sait que les glandes mammaires sont issues des glandes sudoripares. Donc, le lait primitif devait ressembler peu ou prou à de la sueur. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on passe de la sueur au lait? Et donc, vous ne pouvez pas passer en vous disant « c'était sélectionné pour les apports nutritifs », parce que là, ça ne marche pas. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, il y a eu plusieurs étapes. C'est qu'à cette époque, l'ancêtre des mammifères pondait des œufs qui étaient parcheminés, donc qui subissaient l'évaporation. Ils étaient de petite taille, parce que durant le secondaire, à l'ère des dinosaures, les ancêtres des mammifères étaient de très petite taille, donc ils étaient vraiment très soumis à cette évaporation. Donc, un moyen de les garder hydratés, c'était de suer au-dessus. Donc, nos ancêtres qui ressemblaient à des espèces de souris, à ce moment-là, faisaient ça. Ce faisant, ça crée un milieu chaud et humide, donc propice aux bactéries. Donc, peu à peu ont été sélectionnés des facteurs antibactériens. Ces facteurs antibactériens étant des protéines, lorsque le bébé est né, il a pu les consommer, donc ça a apporté des protéines, et enclenché un cycle nutritif qui a fait que peu à peu, le lait est apparu. Donc, le lait est une exaptation, finalement, de la sueur. L'autre élément, c'est qu'il ne faut pas opposer la culture et la nature. Vous voyez la longueur de l'intestin grêle du côlon chez l'être humain et les grands singes. Vous voyez que nous avons un intestin très long pour un côlon petit parce qu'en fait, nous ne sommes pas fermenteurs. Nous mangeons des aliments plus faciles à digérer parce que nous les cuisons, nous les coupons, nous mangeons de la viande. Et donc, nous sommes cuisinovores. Donc, ceci a modifié notre évolution. Donc, notre culture modifie notre corps. Alors, ça se voit aussi au niveau des gènes. Si vous regardez le nombre de copies du gène de l'amylase, elle est plus nombreuse chez les personnes qui consomment de l'amidon. Et de manière intéressante, c'est également le cas des chiens, puisque les chiens sont dans le même monde que nous, et vous voyez que les chiens ont beaucoup plus de copies de l'amylase que les loups ou les dingos. Ce qui veut dire que quand vous créez un environnement où on mange de l'amidon, à un moment, il y a une sélection de nombre de copies de l'amylase. Un autre élément, c'est que les gènes s'expriment dans un environnement, et si vous pensez que la flèche, c'est l'exposition, il y a 3 génotypes, et vous avez l'effet. Quand vous passez les pointillés, vous avez le phénotype qui apparaît, et vous voyez qu'à une exposition équivalente, on peut ne pas forcément franchir ce qu'on appelle le seuil phénotypique, ce qui explique que finalement, les gènes ne vont pas s'exprimer de la même façon, et parfois on peut franchir le seuil phénotypique en changeant d'environnement, alors que dans un autre, on ne peut pas l'être. Alors on peut aussi modifier l'environnement. Par exemple, le fait d'apporter de l'iode dans les montagnes a fait que le seuil phénotypique du crétinisme a fortement baissé, puisque finalement, alors qu'avant il y avait de la variabilité, tout le monde n'avait pas le crétinisme qui apparaissait. Maintenant, on ne voit même plus l'effet des gènes qui probablement protégeaient ou pas de cette complication. L'inadéquation évolutive veut dire que la niche écologique où vit l'homme a changé plus rapidement que son fond génétique. L'environnement initial, c'est celui des Hadza de Tanzanie, que vous voyez ici.
Or, lors de la révolution néolithique, on s'est mis à manger de l'amidon et des produits dérivés de l'être humain, des produits dérivés des animaux, donc des produits laitiers, par exemple, ou de la viande. Ceci a pu induire des carences nutritionnelles, puisque notre diversité alimentaire était plus faible, des problèmes liés au stockage, des problèmes d'épidémie liés à cette promiscuité qui était due à l'explosion démographique et à la rencontre avec les animaux, et aussi un problème qui est très clair, c'est la présence de caries, c'est-à-dire que les chasseurs-cueilleurs n'ont pas de caries. Vous avez des caries quand vous montez à consommer des produits avec beaucoup d'amidon de manière régulière. Alors, comme c'était il y a 10 000 ans, il y a une adaptation, vous avez vu, qui a eu lieu, mais actuellement on se pose la question de l'inadaptation à notre milieu moderne, puisque notre milieu moderne induit une grande sédentarité. Or, l'être humain est, entre guillemets, fait pour marcher. Nous sommes parmi les mammifères qui sont les seuls capables de faire des marathons. Alors, on ne le fait pas tous, mais physiologiquement, nous sommes capables de le faire. Nous sommes également avec une grande prédisposition à pouvoir stocker un certain nombre d'aliments, et ces changements alimentaires vont avoir un effet. Et en plus, ce qu'on appelle la déplétion symbiotique, en fait, c'est le nouveau nom de la théorie hygiéniste, c'est-à-dire qu'en fait, les antibiotiques, notre mode de vie a diminué le nombre d'éléments type microbiote, vers, intestinaux, avec lesquels nous avons coévolué. Et il peut y avoir aussi des effets qu'on dit de compromis évolutif. Vous connaissez tous Note 2, qui est associé à la maladie de Crohn. Alors, il se trouve qu'il est beaucoup plus fréquent pour certains variants dans les populations européennes, et l'équipe de Jean-Pierre Hugo avait montré qu'il y avait une corrélation avec l'exposition à la peste. Donc ça aurait pu être un facteur protecteur de la peste, qui à ce moment-là n'a pas été sélectionné pour donner le Crohn, mais était sélectionné parce que les gens qui avaient ce variant survivaient plus, et on en a hérité. Alors, comme toujours, c'est difficile de le prouver de manière certaine, parce qu'on a, Dieu merci, plus d'épidémies de peste, mais ça montre vraiment que les épidémies passées modifient notre gène et peuvent avoir des conséquences au niveau du futur. Les niveaux d'évolution, ça on l'a dit, peuvent être différents. Le cancer est un modèle d'évolution in situ, puisqu'en fait une cellule cancéreuse, c'est une cellule qui s'affranchit des règles du corps, qui fait que les cellules ne doivent pas trop se multiplier, et généralement elles accumulent des mutations bénéfiques qui multiplient pour elles le potentiel de prolifération. Cependant, on a pu pousser la théorie de l'évolution au niveau culturel, on a inventé le MEM. Alors le MEM sur Internet, actuellement, ce n'est pas exactement la même définition. Le MEM, c'est une unité minimale de culture qui peut être transmise par des moyens non génétiques. La différence c'est que l'évolution culturelle est par contre lamarckienne, c'est-à-dire qu'il y a une transmission secondaire, c'est-à-dire que la culture n'est pas transmise que verticalement de parents à enfants, elle peut être transmise horizontalement. Un mystère évolutif que je vous fais part, alors je n'ai pas la réponse, si vous avez une idée, c'est que le DQ2, DQ8 est beaucoup plus fréquent dans les populations qui mangent du blé, et c'est-à-dire on l'a vu dans l'ADN ancien, il y a une sélection, vous voyez, de ces facteurs-là. Donc il semble y avoir une sélection positive du DQ2, DQ8 au décours des derniers milliers d'années. Et récemment est apparue la maladie cœliaque. Donc il y a eu à un moment un effet positif des DQ2, DQ8, a priori, puisque ça a augmenté en fréquence, qui maintenant est devenu, entre guillemets, délétère, sans qu'on comprenne très bien d'où vient ce changement, ou même quelle a été la pression de sélection initiale. On va entrer dans la dernière partie, qui va être les questions comparatistes. La première est sur le pH. Alors, vous savez que le pH de l'être humain est à 1,5. Et là, donc, c'est le trait rouge. Vous voyez qu'on est à peu près au niveau du pH des oiseaux et beaucoup plus bas que celui des mammifères. Et si on compare, on est au niveau des pH des charognards. Alors, on n'a pas le pH des grands singes, parce qu'on n'a pas trop fait de pH métrie aux chimpanzés ou aux gorilles. Mais en tout cas, ça veut dire que ce pH a été sélectionné. Alors, on ne sait pas si c'est pour un effet antibactérien ou sur le fait que nos ancêtres avaient une alimentation à base de charogne. Alors ça pose aussi la question de dire à l'inverse, qu'est-ce qui se passe quand on bloque ce pH bas pour lequel, a priori, on a évolué pendant des milliers d'années. Si on compare le lait, alors j'étais un peu bavard, donc je vais aller un peu vite, donc, malheureusement, entre les grands singes et l'être humain, on voit que le lait d'être humain est plus riche en lipides, plus riche en oligosaccharides, plus riche en IgA, et tout ceci montre qu'il est plus calorique et plus riche en facteurs immunitaires, tout en faisant, comme je dis, que l'être humain est plus gras que ne l'est les autres grands singes. Alors, le gras, c'est dû à notre cerveau, c'est qu'en fait, notre cerveau est très, très calorique, et comme on ne peut pas l'arrêter, il faut avoir un moyen de le maintenir, et donc il faut qu'on ait toujours de l'énergie, donc le meilleur moyen de stocker de l'énergie, c'est le gras. Donc c'est pour ça qu'on explique qu'on a sélectionné le gras, et les facteurs type immunoglobuline ou HMO, c'est parce que nous vivons beaucoup plus en promiscuité avec des risques d'infection, donc le fait de sélection de facteurs positifs pour la survie. Juste pour vous dire rapidement que l'être humain, si on compare, est un singe lent, c'est-à-dire qu'en fait, nous avons une croissance lente, mais nous avons un intervalle de naissance rapproché qui fait qu'en fait, on a beaucoup plus rapidement des bébés. C'est-à-dire qu'un grand singe, il a un bébé qui va sevrer, qui va devenir indépendant, il y aura un autre bébé. En fait, il n'y a pas de fratrie chez les grands singes. Le fait d'avoir des fratries est un trait spécifique à l'être humain.
et ceci explique à la fois notre explosion démographique. Un autre trait qui est spécifique à l'être humain est la ménopause, c'est-à-dire le fait d'avoir une survie post-reproductionnelle, qui est un trait qui est aussi retrouvé chez les orques. On explique cela par la théorie de la grand-mère, qui est le fait que finalement, pour une femme, il est plus avantageux que ses petits-enfants survivent ou qu'elle en ait tardivement, puisque finalement, vu le temps qu'il faut pour que l'enfant devienne indépendant et puisse vivre, elle transmettra plus facilement ses gènes si 2 de ses petits-enfants survivent que si elle en amène un qu'elle aurait tardivement. Donc c'est comme ça qu'on explique la sélection de la ménopause chez l'être humain. Donc ça, c'est un certain nombre de caractéristiques spécifiques de l'être humain. Une dernière piste qui est, je pense que cette théorie de l'évolution doit être comprise comme étant dans notre corps, et notamment le microbiote de nos cellules immunitaires, nos cellules intestinales, modulées par l'environnement, s'adaptent les unes aux autres, ce qui explique, à mon avis, en partie l'échec des thérapeutiques par la cure de microbiote dans les maladies inflammatoires de l'intestin. C'est-à-dire qu'en fait, la niche écologique est tellement formée pour un type de microbiote qu'on a du mal à revenir en arrière. Il y aurait probablement ces approches auraient une vertu pour essayer d'ouvrir un petit peu plus au-delà de la vision gène centrée ou gène centrée ou cellule centrée, tout en se disant effectivement que chacune de nos cellules, en fait, dans notre corps, ne sont pas identiques les unes aux autres. Il y a une grande variabilité qui est présente et dans laquelle il y a une sélection. En conclusion, alors ça c'est une phrase que les biologistes adorent dire, c'est de Theodore Dobzhansky, c'est que rien ne fait sens dans la biologie excepté à la lumière de l'évolution. Néanmoins, c'est vrai, alors j'espère ne pas avoir totalement perdu, mais avoir convaincu qu'épicer notre activité médicale de théorie de l'évolution est un moyen de mieux comprendre. Et enfin, je reviens à cette image-là. Je pense qu'un mariage heureux entre la théorie de l'évolution et notre activité de gastropédiatrie pourrait enfanter une activité plus riche, comme Gyptis et Protis ont pu créer Marseille. Je vous remercie de votre attention.